Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue. C'est un lundi de fête, lundi de célébration de tous les saints, toutes celles et ceux qui de leur vivant ont été des modèles pour nous et qui aujourd'hui sont dans la joie de Dieu. Un moment heureux pour les fidèles catholiques du monde entier qui ont pris d'assaut les paroisses. Dans ce journal, on visitera quelques-unes ici à Abidjan. La 9e promotion des étudiants de l'antenne de l'INFAS de Daloa a effectué sa rentrée solennelle à travers le port officiel de Blouses. À leur côté, les étudiants de la 7e promotion sortante ont prêté serment. Une cérémonie festive à laquelle a pris part le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Ces jours de fête, on exécutera donc un peu de danse dans ce journal. La danse à l'honneur, c'est l'abodant, typique au peuple agny et qu'on pratique dans l'Indénu et Duablin, dans le Morono et dans le Saint-Louis. Elle a même donné son nom à un festival que vous découvrirez également grâce à notre grand reporter Eugène Atoubé. Nous sommes le 1er novembre. Les catholiques fêtent aujourd'hui la Toussaint, la fête de tous les saints qui sont au ciel dans la joie de Dieu, qui sont des modèles pour nous. La Toussaint, solennité de tous les saints. Ce matin, notre reporter Patricia Omoetia a fait le tour de quelques paroisses d'Abidjan pour faire le constat de la célébration. Suivons son reportage. Si un certain nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus à l'issue d'une procédure dite de canonisation et nous sont donnés en modèle, l'Église sait bien que beaucoup d'autres ont également vécu dans la fidélité à l'Évangile et au service de tous. C'est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints connus ou inconnus. C'est l'occasion de célébrer tous les saints, tous ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, et afin que nous puissions prier pour eux, pour qu'eux aussi, où ils sont, ils puissent prier pour nous, pour notre sanctification nous-mêmes. Notre existence sur la terre, en tant que chrétien catholique, est déterminée et en fait est dans le prolongement, en fait, dans l'attente de cette vie céleste. Donc cette fête a toute son importance, revêt toute son importance pour chaque chrétien que nous sommes, et puis dans la préparation en fait de notre montée au ciel. C'est de rendre visite à nos malades, tous ceux qui souffrent autour de nous, de partager la paix, l'amour. C'est de prier le Seigneur pour que l'harmonie, la paix règne dans notre pays. Et cette pandémie qui est en train de détruire le monde aussi, puisse être éradiquée et la paix revienne dans le monde entier. Cette fête célébrée ici dans les paroisses Notre-Dame de la Tendresse et Saint-Jean de Cocody est donc aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles, comme l'indique l'évangile de ce jour dans le livre de Saint Marc. Tous les chrétiens aspirent à cette sainteté. Et nous le voyons dans l'évangile qui est lu en ce jour. L'évangile où le Christ nous appelle à être heureux. Une invitation à l'action, une invitation à entrer dans ce royaume des cieux qui appartient à tous les enfants de Dieu, donc à tous les chrétiens. Les béatitudes qui nous invitent, autant que faire se peut, à mettre en pratique les vertus de Dieu, qui sont entre autres l'amour, la justice, la paix, et tout ce qui est lié à nos relations interpersonnelles dans le bon sens. Toujours selon les prêtres des paroisses visitées, la Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint. Goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la résurrection. Voilà ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est de la célébration de la Toussaint. Nous y reviendrons plus largement ce soir dans le 20h. D'ici là, on a le temps de faire un tour à Daloa, dans le Haut-Sassandra, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Sur place, à l'antenne de l'INFAS, il y avait fête ce week-end. Une double cérémonie de port de blouse pour la 9e promotion de l'établissement et de prestation de serment pour la promotion sortante. Le ministre de la Santé n'a pas voulu se faire compter l'événement. Il a effectué le déplacement pour la cérémonie, mais aussi pour tenter de trouver solution à des problèmes d'ordre infrastructurel. Depuis Daloa, le compte-rendu de Jeanne Atoubé. Nous ne prendrons ou n'administrerons volontairement aucun remède dangereux. Ce sont les étudiants de la 7e promotion de l'INFAS de Daloa, Institut national de formation des agents de santé. Au-delà de leur engagement, ils font la promesse au ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, témoins de leur sortie, la promesse d'exercer leur métier d'agent de santé dans la probité avec abnégation et conscience. La mission première de l'INFAS
est de former des agents de santé excellents, compétitifs, capables de répondre aux attentes sanitaires des populations. Dernièrement, il y a à peine 2 mois, nous avons renforcé les enseignants à l'éducation civique pour que l'agent de santé qui sort de l'école de l'INFAS soit un agent de santé prêt à dispenser des soins de santé humanisés et de qualité. La 7e promotion de l'INFAS de Daloa constitue la vague d'étudiants entrés en 2018 dans cette école de formation des infirmiers, infirmiers et sages-femmes. Ouverte en janvier 2014, l'antenne de l'INFAS de Daloa compte un effectif de 1750 étudiants. L'établissement à ce jour ne dispose toujours pas d'un local approprié pour les enseignements. Grâce à l'implication des élus, autorités administratives et coutumières de la ville de Daloa, un terrain de 50 hectares a été acquis. Le ministre de la Santé s'en réjouit et invite les étudiants de l'INFAS de Daloa à cultiver l'excellence. Vous devez traiter les malades avec empathie et respect. C'est donc à justice que les professions d'infirmières et de sages-femmes sont considérées comme des sacerdoces. Vous êtes appelés à servir dans un secteur hautement social qui impose beaucoup de sacrifices. La 7e promotion de l'INFAS de Daloa compte 134 infirmiers et 64 sages-femmes. Les étudiants ont été exhortés à incarner le comportement de l'Ivoirien nouveau et exercer leur métier d'agent de santé avec amour et humanisme. À quelques 190 km de là, à Mankono, au nord de la Côte d'Ivoire, on inaugurait le tout premier centre de santé du village de Karamokola, un établissement sanitaire avec logement des soignants. C'est une réalisation du conseil régional du Béret et de la mairie pour un coût total de 64 millions de francs CFA. Le ministre gouverneur du district de Woroba vient donc de procéder à son ouverture officielle en présence de Soro Corona de la station régionale RTI Boaké. Un centre de santé intégré et logement de la sage-femme et de l'infirmier pour Karamokola, village de la commune de Mankono. Les logements sont réalisés par le conseil régional du Béret à hauteur de 25 millions de francs CFA. La maternité et le dispensaire, leur équipement de plus de 39 millions de francs CFA, sont l'œuvre de la mairie. Vous voyez les populations qui sont très contentes pour l'accueil de cette œuvre sanitaire. Imaginez un instant une femme qui en travaille et tout, c'est un peu compliqué. Ces structures sanitaires rapprochent ainsi la santé des populations. Karamokola est distant de Mankono de 5 km. Ces infrastructures font partie des infrastructures de base qui accompagnent un développement. Et Karamokola est aujourd'hui doté d'un centre de santé. Des élus soutiennent les efforts des collectivités. Soutenir l'œuvre du maire en offrant des médicaments, en offrant des kits de maternité à ce nouvel édifice qui vient d'être remis à la population. Moussa Dosso salue la complémentarité de la mairie et du conseil régional qui mutualise les moyens pour soulager les populations. Le ministre gouverneur du district du Woroba demande au cadre de rester unis. Vous nous avez demandé un dispensaire, eh bien il est livré et je suis là pour vous, encore une fois, vous dire qu'on sera là chaque fois que vous allez nous appeler pour répondre aux besoins et aux préoccupations des populations. La santé et l'éducation restent les priorités de la mairie de Mankono et du conseil régional du Béret. La santé, c'est comme la richesse, il ne suffit pas de l'avoir, il faut savoir la conserver et il faut pouvoir la protéger du coronavirus. Le seuil symbolique de 5 millions de morts de Covid a été franchi ce lundi. 5 425 décès exactement à travers la planète selon l'université américaine Johns Hopkins. Un bilan pourtant très en deçà de la réalité d'après les experts. Les États-Unis, le Brésil et l'Inde sont en tête du classement avec 745 000 décès, 607 000 et 458 000 morts. La Côte d'Ivoire enregistre à ce jour 695 personnes tuées par le coronavirus sur un total de 61 297 hommes et femmes touchés par la maladie. Le combat est encore loin d'être gagné. Ne lâchons pas prise. Respect des gestes barrières et vaccins anti-Covid, voilà ce qui est recommandé. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas que le virus Covid dans leur ligne de mire. La question de l'avortement est aussi un sujet brûlant. La Cour suprême du pays étudie à nouveau la question ce lundi 1er novembre
novembre. Les 9 juges doivent se prononcer sur la récente loi votée dans l'État du Texas, une loi qui interdit tout avortement au-delà de 6 semaines et qui a provoqué de vives réactions dans le pays jusqu'à la Maison-Blanche. On rentre à Abidjan. L'actualité ici, c'est aussi la participation de la Côte d'Ivoire à la 7e édition du Forum mondial sur l'investissement. Depuis les bords de la lagune Ébrié, Emmanuel Essis a pris part à cette rencontre organisée par la CNUSED. Le ministre de la Promotion de l'investissement et du développement du secteur privé a présenté l'écosystème économique de la Côte d'Ivoire. Reportage Franck Kouao, Astotoré Danyogo. 3 grands points ont été présentés par le ministre Emmanuel Essis lors de ce forum, notamment la problématique de l'investissement durable en Côte d'Ivoire, les réformes engagées et les opportunités. En 2019, l'État ivoirien a sollicité la CNUSED pour effectuer l'analyse diagnostique de l'écosystème de l'investissement en Côte d'Ivoire. Une initiative qui a permis de disposer d'un rapport d'examen de politique d'investissement assorti d'un ensemble de recommandations cohérents. En 2019, la CNUSED a répondu favorablement à l'appel du gouvernement dans l'analyse diagnostique de l'écosystème de l'investissement de la Côte d'Ivoire. Cette initiative a permis à mon pays de disposer d'un rapport d'examen de politique d'investissement assorti d'un ensemble de recommandations cohérentes et rationnelles. L'État a fait de l'investissement privé-public une composante fondamentale de sa politique économique. Avec à sa tête le Premier ministre Patrick Hachi, le gouvernement ivoirien entend hisser le pays à l'horizon 2030 au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Mais pour y arriver, la Côte d'Ivoire a opté pour la mise en place de nouvelles politiques, mais aussi des réformes en adéquation avec les recommandations formulées par la CNUSED. Une politique qui vise l'attractivité du pays auprès des investisseurs internationaux. Je suis donc heureux en ce moment précis que mon pays participe à une réflexion globale à l'initiative de la CNUSED sur les enjeux environnementaux et sociaux qui suscitent la dimension de l'investissement. À cet effet, la Côte d'Ivoire a fait du secteur privé le pilier de sa croissance économique et entend attirer les investissements nécessaires à la soutenabilité de son développement pour faire face aux nombreux défis de sa marche vers le progrès. Notons que le forum a réuni les leaders mondiaux de la communauté internationale de l'investissement. Souleymane Diarra est le président de l'OEACP, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Le ministre ivoirien du Commerce a échangé récemment en visioconférence avec ses pairs afin de préparer la participation de l'organisation qu'il préside à la prochaine conférence ministérielle de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Tout d'abord, il convient de noter que le groupe des États ACP est devenu une organisation internationale, l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique en avril 2020. Il convient aussi de préciser que l'Union européenne et les ACP ont officiellement mis un terme aux négociations sur l'accord post-Cotonou, établissant un cadre de coopération politique, économique et sectorielle. Un nouvel accord de partenariat a été conclu et paraphé. Le régime réglementant les échanges entre les deux parties n'a pas été directement affecté. Toutefois, nous pensons que les échanges commerciaux seront renforcés grâce à d'autres dispositions connexes de l'accord, notamment celles qui concernent notre ambition d'atteindre les objectifs de développement durable. Le nouvel accord modifie les conditions d'accès au marché européen avec 6 exigences prioritaires. Cette stratégie conduira naturellement à une élaboration de nouvelles règles commerciales, telles que les mécanismes d'ajustement carbone, les règles relatives à l'agriculture biologique, le travail des enfants et à la déforestation. Ces changements au niveau bilatéral posent la léthargie actuelle de l'OMC qui peine à exécuter ses fonctions de négociation et de règlement des différends. Nous nous demandons si l'époque du commerce international réglementé et régi par le système de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce OMC ne tire pas à sa fin. Il est de plus en plus difficile de savoir à quoi ressemblera l'OMC de demain. Le projet de déclaration, du moins la boussole des pays en développement, qui a besoin d'être encore affiné, mettra en avant la compétitivité des exportations des pays de l'OEACP.
C'était un reportage de Lanciné Bakayoko. Ils sont au nombre de 26, 14 Ivoiriens et 12 de pays voisins de la sous-région. Ils viennent d'achever leur formation à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, désormais outillés à contribuer aux actions de sécurité maritime. Ils viennent tout juste de recevoir leur diplôme de master en droit et sécurité des activités maritimes et océaniques. On en sait plus avec Moussa Konaté. 26 étudiants, dont 14 Ivoiriens et 12 issus de pays de la sous-région. Ils sont de la 5e promotion de l'Institut de sécurité maritime interrégionale, désormais titulaires du master en droit et sécurité des activités maritimes et océaniques. Ils reçoivent leur diplôme après 10 mois de formation à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Le domaine maritime aujourd'hui fait face à beaucoup de réalités très complexes, aussi bien en matière de sécurité, de sûreté maritime, mais dans l'autre volet de la sécurité de la navigation, mais aussi de l'économie maritime. Et ce master nous a plongé au cœur de tous ces enjeux. Desamo, qui est un diplôme en fait de l'Université de Nantes. Et nous, ici à l'Académie, il y a un certain nombre de formations que nous avons ajoutées en matière de sécurité, etc. Et c'est pour ça qu'on donne aux élèves le diplôme de l'Université de Nantes et un certificat de l'Académie. La sécurité maritime demeure une réelle préoccupation pour les États. Ces diplômés pourront donc apporter leur expertise dans la lutte. Ce problème de piraterie est un phénomène qui a pris de l'ampleur dans le golfe de Guinée et bénéficier de personnes formées ayant des connaissances pour aider à pallier ce phénomène-là est un atout pour nos économies. Je me réjouis donc que la Côte d'Ivoire puisse avoir aujourd'hui quelques personnes, quelques compétences en plus dans ce domaine-là, et à la Côte d'Ivoire et certains pays de la sous-région pour permettre d'endiguer le phénomène de piraterie maritime qui est une véritable gangrène pour nos économies. En 5 ans, ce sont plus de 1300 auditeurs de 19 nationalités qui ont bénéficié de cette formation de l'Institut de sécurité maritime interrégional. Pendant ce temps, à Ndossi, département de Tiassalé, à quelques 110 km d'Abidjan, les usagers des engins à 2 roues et à 3 roues sont sensibilisés au respect du code de la route, mais surtout au port du casque. Charles Niaoré, député de Ndossi Bolouville, leur a offert une centaine de casques. Le témoignage d'Abou Sanogo. Ne pas porter le casque pour un conducteur d'engin à 2 roues ou à 3 roues est une infraction du code de la route et cela est puni. À Ndossi Bolouville, Kofi Hyacinthe est conducteur de moto-taxi, une activité à fort impact dans cette localité. Kofi Hyacinthe se conforme au caractère obligatoire du port du casque. Je porte le casque pour préserver ma santé, tout d'abord. Le casque est un instrument qui est très important pour la conduite. Au contraire de Kofi Hyacinthe, certains refusent de porter le casque prévu pour eux. Autant d'alibis qui ne tiennent pas du tout la route. Pour mettre fin à l'incivisme constaté chez les conducteurs des engins à 2 roues et pour améliorer la sécurité routière à Ndossi Bolouville, le député de la circonscription Charles Niaoré leur a offert une centaine de casques pour leur sécurité, en présence de John J, producteur d'émissions sur la sécurité routière. C'est vrai que l'État de Côte d'Ivoire, par le biais du ministère des Transports, a initié cette campagne de sensibilisation, mais nous tous nous sommes concernés. Tout Ivoirien, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, devrait faire comme ce que vient de faire l'honorable Charles Niaoré. On a dit pour la première phase, on va trouver 100 casques de moto pour la commune de Ndossi, pour la sous-préfecture et pour Bolouville, pour les aider. Une cérémonie qui a permis à l'Office national de la protection civile, ONPC, d'instruire les populations sur les gestes de premier secours en cas d'accident de moto ou d'un début d'incendie du fait d'une bouteille de gaz à feu. Une sensibilisation qui va se poursuivre dans tous les gros villages de Ndossi Bolouville. S'il vivait encore, il aurait eu 116 ans le 18 octobre dernier. Félix Houphouët-Boigny, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, premier président de la République, rappelé à Dieu en 1993. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a tenu à commémorer ce 116e anniversaire de naissance du vieux. Une commémoration meublée d'expositions philatéliques, de dédicaces d'ouvrages et de distinctions de la meilleure recherche sur l'œuvre de paix d'Houphouët-Boigny. La paix et le développement impulsés par Félix Houphouët-Boigny jusqu'à sa mort en 1993 à travers le timbre-poste, une exposition de la Fondation pour la recherche de la paix et l'université Félix Houphouët-Boigny pour revisiter l'œuvre du père de la nation. Houphouët a fait beaucoup de choses.
Mais il y a des œuvres qui n'ont pas été perçues dans leur totalité. Et ce qui a été caché et que la Poste a pu saisir, nous voulons le présenter ici au grand jour, afin que chacun puisse s'en imprégner. La paix qui rime avec la vie de Félix Houphouët-Boigny, la meilleure recherche scientifique pour révéler et perpétrer l'œuvre est distinguée par la Fondation pour la recherche de la paix de l'illustre disparu et le lauréat est auteur d'une thèse de doctorat en sociologie. Cette thèse-là, comme on peut dire, un hommage à Félix Houphouët-Boigny, à sa politique d'intégration et elle met en lien la relation que cette politique d'intégration-là a sur les enjeux de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire actuellement. Toujours pour revivre l'œuvre de l'apôtre de la paix, rentrée littéraire à la librairie de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, 6 écrivains, une dizaine d'ouvrages, tous retraçant les idéaux du père de la nation, notamment Félix Houphouët-Boigny et le panafricanisme du secrétaire général de la Fondation, Félix Houphouët-Boigny. Il a accueilli des millions de frères africains en Côte d'Ivoire en leur donnant les mêmes droits qu'aux Ivoiriens. Donc pour toutes ces raisons, je pense que Houphouët est un panafricaniste pragmatique. C'est pour mieux connaître ses actions que je suis très fréquent à la librairie ici et je vais apprendre de lui pour pouvoir communiquer aussi autour de moi, et, diffuser ses actions et faire en sorte que l'esprit de paix qu'il incarne puisse être partagé par tous les Ivoiriens. Exposition philatélique, prix de la meilleure recherche et dédicace d'ouvrages sur l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny, compte tenu du 116e anniversaire de naissance du père de la nation, une célébration avec le PDCI RDA et le RHDP qui exhorte à poursuivre l'œuvre de cohésion et de paix de Félix Houphouët-Boigny pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Léon Brou-Kwame à RTI Boaké. On prend maintenant la route de Bondokou au nord-est du pays, là où se déroule le festival annuel Adaye-Kessié. Cette année, un hommage a été rendu spécialement aux anciens combattants tombés pendant les guerres mondiales aux côtés de l'armée française. Une cérémonie qui s'est faite en présence du ministre Kobena Kwasi Adjoumani et des représentants de l'ambassade de France et de l'Union européenne. Notre correspondant aussi était sur place. Son compte rendu. Une gerbe de fleurs déposée au pied du monument aux morts de Bondokou. La nation rend ainsi hommage à nos vaillants combattants tombés au champ d'honneur lors des 2 guerres mondiales aux côtés de la France. À l'occasion de la célébration de l'Adaye-Kessié Festival, les initiateurs ont tenu à se souvenir de nos parents morts pour la sauvegarde de la dignité humaine. Quand le peuple blanc prend un engagement, il va jusqu'au bout. Voilà pourquoi notre roi, à l'époque, après la signature des traités en 1888, quand il y a eu la guerre, ils ont encore accepté de respecter cet engagement et de rester auprès de la France libre. Aujourd'hui, nous faisons grand hommage et bravoure à nos anciens combattants. Dans le contingent ivoirien qui a combattu aux côtés de la France, figurent de nombreux fils du royaume blanc. Présent donc à cette cérémonie, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, lui-même fils du royaume, a salué la bravoure qui a toujours caractérisé le peuple blanc. Plus de 600 combattants ont été enregistrés pour aller combattre aux côtés donc, des Alliés. Plusieurs dizaines d'années après, nous voici ici aujourd'hui pour célébrer nos morts, pour célébrer la victoire. L'Union européenne et l'ambassade de France étaient aussi aux côtés des populations pour cette cérémonie. Pour l'Union européenne, la question des anciens combattants, la question de la mémoire des anciens combattants est un sujet important puisque l'Union européenne s'est construite sur plusieurs guerres et s'est construite pour promouvoir la paix. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, était représenté à cette cérémonie par le général de division Koné Mambi. Je vous l'avais promis, on part maintenant pour une séance de démonstration de l'abodan, une danse de toute beauté, une danse majestueuse propre au peuple agné. Une danse aujourd'hui à l'origine d'un festival dans le village de Djangobo à Niablé, dans l'Indénié du Ablin. L'abodan, c'est tout simplement un chef-d'œuvre que je vous permets de découvrir maintenant. Ces 2 jeunes filles exécutent des pas de danse que l'on appelle abodan.
L'Abodan est une danse de réjouissance très prisée en pays Agni, comme ici à Diangobo, village de la sous-préfecture de Niablé dans le département d'Agni-Belekro, région de l'Indénié-Guablé. Pour la première fois dans l'existence de cette danse, la région lui consacre un festival. L'initiative est du chef de village de Diangobo, Nanon Kofi Messou. Le festival Abodan de Diangobo est une redécouverte et valorisation de cette danse majestueuse. Filles, garçons, hommes et femmes, quelle que soit leur place dans la société, sont comme attirés et subjugués par le rythme de cette danse, dont ils ne peuvent se délivrer que dans l'esquisse de pas, en osmose avec les chansons et les sons des tambours. Tout Agni ou Arcan se reconnaît véritablement en cette danse. Voilà pourquoi, en tant que fils de l'Indénié-Guablé, j'ai décidé de porter sur les fonds baptismaux ce festival pour révéler et restaurer ce que nous avons perdu. L'Abodan, danse de réjouissance qui accompagne les événements heureux dans la communauté, peut également apparaître lors des moments de tristesse comme les funérailles, parce que selon les tenants de la tradition, il y est inscrite l'âme du peuple Agni. Ceci laisse entendre que l'Abodan attire toutes les énergies et quand cette danse s'exprime l'identité du peuple Agni. Le festival de Diangobo réaffirme cette vérité et les invités, autorités administratives et élus locaux présents à cette manifestation en relèvent le bénéfice et la portée. Le chef des villages doit promouvoir, enseigner à la génération nouvelle et future les connaissances de nos anciens. Il n'y a pas de développement si nous n'avons pas recours à nos us ou coutumes. Ce festival parle de réconciliation, parle de cohésion. Je voudrais rassurer Nana que le ministre Pascal Abinan Kwaku accompagnera chaque année ce festival qui représente l'âme du peuple Agni. Le festival Abodan de Diangobo a relevé l'exemplaire symbiose des peuples de l'Indénié et du Guablin qui ont présenté leur version de l'Abodan, deux royaumes distincts mais formant un seul peuple et partageant la même culture et les mêmes traditions. Il se raconte même que dans les prochaines éditions, les régions du Moronou et du Sud Koumoué pourraient compter parmi les festivaliers. L'objectif est de faire de l'Abodan Festival de Diangobo un élément fédérateur de ce grand ensemble géographique et culturel qu'est le district autonome du Sud Koumoué. Un reportage signé Eugène Atoubé. Eugène Atoubé qui, je vous l'assure, exécute avec habileté l'Abodan. Allons-y maintenant prendre part à la première université d'été à Lomé au Togo. Un moyen de renforcement de la coopération culturelle Nord-Sud. Un programme ACP-UE Culture a donc été mis en place avec un fonds disponible de plus de 4 milliards de francs CFA. L'objectif, c'est de soutenir et professionnaliser la culture des pays du Sud. Issa Yeo nous en dit plus. Construire un écosystème culturel performant pour une Afrique de l'Ouest résiliente. Ce thème, la première université d'été de Lomé a réuni 15 opérateurs culturels ouest-africains dans la capitale togolaise, initiés grâce au programme ACP-UE Culture. Cette rencontre a pour avantage de renforcer la coopération Nord-Sud. Ce programme a donc pour ambition d'accompagner un certain nombre d'opérateurs ouest-africains dans leur structuration, dans leur autonomisation, mais surtout à faire en sorte que ces opérateurs, leurs entreprises, deviennent des réelles industries culturelles pour le développement socio-économique de la sous-région ouest-africaine. Sortir de l'informel, passer à l'industrialisation de la culture et créer un marché commun sous-régional. Ces préoccupations ont dominé les différentes séances de formation de Lomé. Un leader doit être un agent du changement. Aujourd'hui, les entreprises évoluent dans des milieux très changeants et donc l'entrepreneur doit faire attention à conduire ce changement-là quotidiennement. Pour le coordonnateur du programme ACP-UE Culture, il existe une économie de la culture. Cela passe par la mise en place
de mécanismes. Nous avons donc le fonds de structuration et la formation qui a lieu aujourd'hui justement concerne les lauréats de cet appel du fonds de structuration qui seront accompagnés sur 3 ans à hauteur de 150 000 € par opérateur et par projet. Nous avons aussi un autre fonds qui est celui de la valorisation, puisqu'il s'agit de 25 000 € qui seront octroyés à des opérateurs pour leur permettre donc de travailler dans les meilleures conditions. Pour les participants, il faut se décomplexer quant à l'origine des financements de la culture des pays du Sud. Nous recevons des fonds qui viennent du Nord, mais nous sommes les gestionnaires. Donc à partir de là, c'est notre sérieux qui est mis en pratique. C'est à nous de montrer que nous savons gérer des budgets et nous savons réaliser nos ambitions. Et c'est parce qu'on sera sérieux dans la gestion de tout ça que demain on pourra continuer à travailler avec d'autres institutions. Le programme ACP UE Culture a une durée de 3 ans et est doté d'un montant de 4 milliards de francs CFA. Un fonds qui, au dire des initiateurs, permettra de rendre performantes les entreprises culturelles de la sous-région. La paix, c'est ce que je vous souhaite en cette journée de célébration de la Toussaint. Bonne fête à tous les catholiques d'ici et d'ailleurs et à demain, toujours sur la chaîne ivoirienne.